Radio Sud-Pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 7 avril 2026, qui sera consacrée pour sa partie artistique à un florilège de graveurs, en la personne de l'illustre Thierry Morciot, de Jeanne Rebillot et Suzanne Janssen. Et en deuxième partie, consacrée à Sabine Capel, qui est une artiste, d'une de nos amies, vraiment artiste, qui expose dans son lieu de résidence une maison de retraite à Montreuil. Mais son travail est vraiment un travail magnifique et artistique. Donc nous partons cette semaine découvrir le Serpent Vert, une galerie nomade qui s'est installée pour 2 semaines dans le Marais, rue des Guillemites. Nous partons nous régaler d'un accrochage de grande qualité. 3 artistes sur les 6 mèzes, choisis par Michel Barnabègre, Madame la galeriste, comme dit Robert. Donc il s'agit de Thierry Morciot, Jeanne Rebillot, graveuse, et Suzanne Janssen, illustratrice et peintre. On va commencer par parler du travail de Thierry. Donc notre rencontre avec Thierry remonte à 2017, à la Biennale de l'Essampe de Saint-Maur, où il avait reçu le premier prix. Nous avions tout de suite eu un coup de cœur pour son travail et sa personnalité. L'année suivante, il était invité d'honneur à la Fondation Taylor pour Pointe-Zéburin, puis exposé au musée Tommy Ungerer à Strasbourg avec gravure gros texte, et en 2022, 3e prix au prix Leonardo Sciascia en Italie. Il a été exposé à la Galerie Bamberger à Strasbourg, plusieurs fois au Salon d'Art à Bruxelles, chez un coiffeur-galeriste, un lieu atypique à découvrir si vous passez par le quartier Saint-Gilles, près de la gare de Bruxelles-Midi. Puis l'an passé, il était chez Frichez-nous la paix, un lieu alternatif près de Belleville. Pour notre plus grande joie, il est à nouveau sur des 6 messes parisiennes avec une belle place faite à ses gravures, tout un univers à explorer. On sait peu de choses sur Thierry Morciot. Il est né en 1973 à Namur, il a fait des études de philologie romane, il a voyagé jusqu'en Sibérie, puis a découvert la gravure à l'âge de 30 ans, dans l'atelier de Anne Kellance et Georges Meurant à Bruxelles. En 2007, il fréquente l'atelier de gravure de Taipei. Aujourd'hui, il travaille à Bruxelles, grave 2 plaques de zinc par semaine. Alors si lui est modeste et discret, sa production est foisonnante. Sans croquis préparatoire, il semble graver à l'instinct, et alors s'invite sous les coups habiles de sa pointe sèche toute une galerie de personnages carnavalesques, fantasques et décomplexés, des poissons volants, des oiseaux, des chats, des lapins, tout un monde qui va et vient en intérieur ou en extérieur dans une grande dérision de notre société. Les articles de presse ne tarissent pas d'éloges, il est comparé à Robes, Ensor et à la littérature rabelaisienne. Donc on va parler de l'accrochage qu'on a pu voir justement au Serpent Vert. Oui, alors écoutez, il faut presque entrer en retraite avant d'aller visiter cette expo, parce que affronter l'œuvre, comment dirais-je, il y a un nom, un vocabulaire, mais je ne l'ai pas qui. Mais c'est tellement riche, tellement plein de rires, de pleurs, de sentiments, de grotesques, de choses de la vie, mais qui passent par la pointe d'acier de Thierry, et surtout qui reflète un esprit créatif absolument extraordinaire. Oui, bien sûr, dans la lignée des gens comme Ensor et compagnie, c'est sûr qu'il y a un talent du nord de l'Europe, comme eux seuls savent en fabriquer, si on peut dire ça comme ça. Enfin, si vous voulez, une seule gravure de Thierry dans un lieu d'exposition, ça suffirait presque, parce que c'est un peu, vous en regardez une avec attention, même en la regardant avec attention, c'est difficile de tout appréhender, parce que il y a, si vous voulez, il y a les personnages qui sont humains, qui sont pas humains, qui sont fantastiques, qui sont gros, qui sont maigres, qui sont petits, qui sont bossus, qui sont tordus, qui ricanent, qui pleurent, enfin bref, on voit des seins à l'air, on voit des gros ventres, on voit des fesses, on voit des sexes,
Enfin, sans être, il n'y a aucune, comment dirais-je, aucune connotation érotique ou pornographique, pas du tout. Ça vous donne pas franchement envie d'aller coucher avec une dame, quoi. Voilà. Non, c'est pas du tout excitant. C'est excitant, si, mais pas pour le sexe, mais excitant pour la tête, parce que là, vraiment. Alors, je vous dis, une gravure, vous pouvez bien la cadrer, l'appréhender, la voyager dedans, sans vous casser la billette. Mais alors, la deuxième, c'est déjà beaucoup moins. Là, on est déjà ailleurs. Et puis, alors, quand il y en a 20, au bout de la 20e, vous pouvez appeler une ambulance et puis repartir sur un brancard. Non, mais c'est hallucinant de créativité, voilà. Et quand en plus, Monsieur Morciot grave 2 plaques par semaine, et des plaques qui font 30, 40, 45... 40, 50, 50, 50. Voilà, c'est vraiment... Vous imaginez, alors, soit il est, comment dire, il les enduit c'est une sorte de, c'est la cire. Moi, je suis pas graveur, hein, mais bon, j'imagine, d'un enduit qui permet de graver dans l'enduit jusqu'à toucher la plaque, mais sans graver la plaque elle-même, c'est l'acide après qui s'en chargera, soit c'est carrément à l'imprimante directement sur le zinc, avec sa pointe sèche, voilà. Ouais, parce qu'il arrive, il y a cette prolifération de personnages Ah, et oui. cet univers qu'il faut pénétrer, et en plus il y a des tons où ça va de toutes les nuances de gris, des coups de pointe, enfin vraiment des petites rayures, des griffures. Donc voilà, il y a effectivement tout un fourmillement de choses à regarder, quoi. Et il y a même des fonds noirs et puis d'un pot noir profond, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage professionnel, c'est certain. C'est pas du tout le boulot d'un amateur du dimanche, hein, qui veut s'essayer à faire des plaques. Voilà, non, pas du tout. C'est vraiment le grand professionnel. Et comme tous les vrais grands, ce que j'appelle les vrais grands, d'ailleurs, c'est absolument indéfinissable. C'est une de mes marottes d'appeler les vrais grands, qui sont les plus modestes. Voilà, ceux qui jouent les gros bras, ceux qui font du vent, etc., etc. Ceux-là, c'est en général, c'est des mauvais. C'est des malins, mais mauvais. Ah ouais, non, effectivement, il a une modestie par rapport à son travail. Ah oui, non, c'est quand même... Qui est assez impressionnant. Surtout quand on connaît le milieu de la peinture aussi, et je dois dire qu'à côté du milieu des barbouilleurs, on préfère 1 million de fois celui des graveurs, qui sont un peu pour nous comme des artisans d'art, mais un peu plus que des artisans d'art, parce que c'est quasiment, ça confine à l'art, tout simplement. Quand on pense aux prédécesseurs, comme Rembrandt, comme tous ces gens-là, voilà, qui gravaient aussi d'une manière extraordinaire, très libre. Non, surtout chez un artiste comme Thierry Morciot, si vous voulez, il n'y a pas de carnet de crowbar, il n'y a pas de délire de pensée, de prise de tête, de prise de chou, comme on peut dire ça de tellement de manières. Non, il se met devant sa plaque, je suppose, hein, parce que j'en sais absolument rien, mais d'après le peu de réactions et qu'il montre, voilà, je suppose qu'il prend sa plaque, il prend sa pointe sèche, et gling, 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 cric, crac, croc, boum, il fait, mais comme ça, à l'aprima, hein, comme on peut aussi peindre à l'aprima, sans préparation, sans croquis, sans idée préconçue. C'était du Buffet qui disait ça. Vous savez pas quoi faire? Bah, faites quand même. Vous barbouillez, vous faites des traits, vous faites des points, vous des taches, et puis peu à peu, ça va se mettre en place, et voilà. Et c'est vrai que si on essaye, si on est sec comme un coup de trick, si on n'a plus du tout d'émotion, de ressenti, de besoin, d'envie de faire, eh ben on fait n'importe quoi, et de ce n'importe quoi va naître quelque chose. Ben, Thierry Morciot, il fait pas n'importe quoi, lui, il se défoule en faisant des choses qui tiennent vraiment la route, mais vraiment. Voilà. Alors, où le délire est dans
les situations qu'il crée. Voilà. Complètement. Une dérision, il se moque de l'existence de la société humaine. Effectivement, il y a ce regard cynique, cet humour noir. Oui, mais cynique, mais moi je dirais plutôt c'est très très humain. Il montre l'humanité comme elle est d'ailleurs, parce que Complètement. il y a des gros, il y a des maigres, il y a des bossus, il y a des tordus, il y a des culs, il y a des organes génitaux, etc. C'est la vie, c'est la nature. Alors évidemment, il est présent d'une manière telle que on a l'impression que d'une grotesquerie extraordinaire, géniale, qui vous assèche complètement, mais en fait, il montre les choses de la vie, mais d'une façon poétique. Voilà. On sait bien que la poésie, c'est un des arts les plus difficiles de la création. Voilà. Qu'elle soit littéraire, qu'elle soit musicale, qu'elle soit artistique, gravure, peinture, dessin. Voilà, c'est de la poésie pure, poésie qui peut, si on se laisse aller, si on se laisse faire surtout, qui peut peut-être un peu nous déranger la tête. Voilà, donc une vingtaine de gravures sont donc sur les 6 messes de cette galerie. Après, il y a une place qui est laissée, donc une autre belle découverte est faite aussi, ce sont les gravures de Jeanne Rebillot, qui, à l'inverse de Thierry, elles sont beaucoup plus dépouillées. Alors, qui est Jeanne Rebillot? Elle est née en 1983, elle est graveuse, et elle vit et travaille en région parisienne. Elle a été formée à l'atelier de Sèvres, dans une banlieue parisienne, puis ensuite à l'école de la Cambre, à Bruxelles. C'est une des grandes écoles de gravure. Et elle s'est d'abord intéressée à l'illustration et au dessin pour finir par se consacrer exclusivement à la gravure et à la pointe sèche. Voilà ce qu'elle dit de son travail. La plaque de métal qui sert de support offre une résistance quasiment infinie à la pointe, permettant un travail extrêmement poussé et approfondi. La gravure, qui n'est pas sans lien avec la sculpture dans son rapport aux matériaux, offre donc un champ de possibilités et de recherche inépuisable. La lente élaboration d'une image est un cheminement fait de tâtonnements, de modifications, d'erreurs d'ajustement. Le métal garde les traces de cet étrange voyage par lequel une image surgit de la matière. C'est ainsi que je conçois la gravure et la pratique. Donc voilà, et là il y a une dizaine peut-être de gravures. Et effectivement, donc elle participé à de nombreuses expositions en France, à l'étranger, même jusqu'au Japon. Elle a eu aussi des nombreuses récompenses. Et moi, j'ai beaucoup aimé effectivement aussi son travail. Oui, non, alors c'est le choix de cette galeriste est quand même assez exceptionnel parce que elle fait jouer, elle fait, si vous voulez, se répondre des créations très différentes, celle de Thierry complètement folle, si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas du tout péjoratif, au contraire, et celle de cette jeune femme apaisée, tranquille, qui m'a beaucoup impressionné. Pourtant, il n'y a rien pratiquement sur les estampes. C'est gris, c'est presque... on discerne une silhouette, on discerne un mouvement, etc. Mais il n'y a rien de vraiment frappant. C'est pas servi tout prêt à consommer, pas du tout. Voilà. Et j'ai été vraiment, c'est la première fois, enfin, à part Thierry, et là c'est vraiment une autre dimension, c'est la première fois que je vois un travail aussi, comment dirais-je, qu'on dirait effacé comme ça, parce qu'on voit, c'est vrai que il faut vraiment regarder pour comprendre qu'il y a quelque chose à voir. Voilà. Mais quand on l'a vu, on sent en soi une espèce d'apaisement, de tranquillité qui vous vient de ces images, et ça c'est extrêmement rare. Oui, elle a des corps, elle a des... Ce qu'on suppose. Voilà, si, un corps de profil. Ouais. Il y a aussi... d'ailleurs, elle a une de ses plaques qui est exposée, où on voit bien que la plaque semble à peine effleurée. Bah oui, voilà, on voit rien. Mais il y a quand même des silhouettes. Moi, je distingue fort des silhouettes. Et il y en a une, c'est un paysage que je trouve très beau. C'est très sombre, très noir. Et sur le côté droit, en haut d'une falaise, il y a une maison avec une fenêtre éclairée. Et je trouve qu'elle est très
est très touchante aussi parce qu'on est tout de suite on est en train de contempler en fait cette soirée là avec elle, quoi. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec cette graveuse. Pourtant, j'étais au vernissage, mais elle était entourée de plus proches. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est une femme qui a l'air qui en fait pas des caisses, quoi, qui parle de son travail, mais qui avec c'est pareil, sobriété, à l'image de son travail. Elle parlait de ça, j'ai entendu vaguement qui parlait de son expérience à la Cambre en Belgique, mais elle a l'air d'avoir su très rapidement après où elle allait aller en gravure. Enfin, voilà, quelqu'un de simple et de brillant, quoi. Non, ces deux artistes dont on vient de vous parler, aussi avec la troisième artiste dont tu vas parler. Alors ce que je vais rajouter juste, c'est une peintre, dessinatrice, illustratrice plutôt, que graveuse. Ouais. Par contre, ce que je veux rajouter, c'est que Jeanne Rebillot sera présente à l'atelier Sobré-Papel. Alors, c'est un atelier qui est à Vincennes, devant la mairie de Vincennes, du 11 avril au 13 juin. Il y aura une exposition collective sur le thème de la nature, abstraite, végétale, animale, et elle exposera quelques gravures. Voilà, c'est ce que j'ai vu hier en passant devant cet atelier Sobré-Papel. La troisième, c'est Suzanne Johnson. Alors elle est née en 1965 à Aix-la-Chapelle, et elle a fait des études d'art graphique à l'école supérieure d'art de Düsseldorf, et elle se consacre exclusivement à l'illustration de livres pour enfants et adultes en Allemagne. C'est une illustratrice et une plasticienne, maintenant qui vit et travaille en Alsace depuis 1992 et qui travaille encore énormément dans l'édition en Allemagne, mais aussi en France, en Espagne, en Corée du Sud, au Brésil, et qui participe à de nombreuses expositions dans plusieurs pays. Donc là, la galeriste a choisi, je crois, à peu près 8 toiles. Voilà, alors qui sont en fait qui sont plutôt des techniques mixtes, où il y a de la gravure, il y a une partie peinte, et il y a aussi il y a des rhodoïdes qui sont découpés et collés sur son dessin, quoi. Donc on est dans des tons plutôt rouges et roses, avec des thèmes sur Ophélie. Et en fait, au début j'ai eu un petit peu de mal. Quand on l'a revue ensemble, effectivement, j'ai eu une impression peut-être un petit peu différente. Tout ça, finalement, ça répondait bien aussi aux gravures de Thierry quand elles sont installées justement juste au-dessus. Oui. Et comme ma camarade va vous parler de la galériste, mais cette galériste qui a un discours, si vous voulez, étonnant, et qu'on apprécie particulièrement lorsqu'elle fait la comparaison entre les dessinateurs, les illustrateurs, les graveurs et les barbouilleurs. Et je ne crois pas lui porter tort en disant que les barbouilleurs, c'est pas vraiment son trip, alors que par contre, elle nous a parlé des dessinateurs, des illustrateurs, des graveurs, vraiment avec une espèce de sincérité, un espèce de ressenti qui nous a fait du bien, parce que ça correspondait assez à ce qu'on ressentait sans vraiment l'expliciter en fréquentant ces artistes graveurs, dessinateurs ou illustrateurs, voilà. C'est plus de l'artisanat d'art, mais de haut niveau, voilà, qui nécessite un savoir-faire. Maintenant, on peut barbouiller n'importe quoi et n'importe quand, et on appelle ça des chefs-d'œuvre, mais il y en a, mais c'est pas la majorité des cas. Alors que en gravure, en illustration ou en dessin, on peut pas truquer. Si on sait pas dessiner, on sait pas dessiner, on peut pas dessiner. Si on sait pas graver, on peut pas graver, on sait pas graver, on va ailleurs. Et la peinture, c'est la même chose. Si on sait pas, la peinture, non. L'illustration, j'ai dit illustration. Ouais. Ces trois manières de créer qu'on a pu voir dans cette petite galerie, si vous voulez, voilà, ils ont une justification, c'est un métier, c'est un savoir-faire, c'est une modestie qui n'existe absolument pas chez les barbouilleurs contemporains, en tout cas. Voilà.
Alors, effectivement, Suzanne Johnson a illustré, c'est la galeriste là, qui nous en parlait, Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel, et elle vient de sortir un livre en mai 2025 où là, elle a écrit et illustré qui s'appelle Ma maman triste. Et ça, c'est édité à l'atelier du Poisson Soluble. Alors j'ai essayé moi d'emprunter à ma bibliothèque ces livres de contes pour enfants et ils étaient dans un fond qui était assez difficilement accessible, donc j'ai pas pu, mais parce qu'elle nous vraiment cette galerie, ça avait l'air de dire que son travail était remarquable dans ces livres jeunesse. Voilà. Alors oui, maintenant on peut revenir effectivement sur cette galerie du Serpent Vert. Alors le Serpent Vert, c'est un célèbre conte de Goethe qui nous emmène dans un cheminement poétique entre des mondes multiples, traversés par le questionnement de mystérieuses et fécondes allégories. Il offre ainsi un ordre imaginaire foisonnant et énigmatique dont chacun peut se saisir. Et le serpent vert y figure le passage, la circulation entre les nombres, les formes, les significations. Voilà comment est présentée cette galerie. Donc, en créant la galerie, voilà ce qu'ils avaient souhaité, c'était promouvoir donc le travail des artistes du domaine des arts graphiques, illustrateurs, dessinateurs, graveurs, dont les expressions s'entrecroisent et s'interprètent, la richesse des formes, des intentions, des registres, la mobilité entre leurs divers ordres dessine une sensibilité, une singularité artistique qui doit être soulignée et montrée au-delà de la diversité des supports, et c'est surtout c'est aussi leur apporter un soutien en leur donnant la possibilité d'exposer et de vendre leurs originaux. Et donc c'est permettre aux amateurs d'art aussi de découvrir un domaine nouveau, de se constituer, de pouvoir se lancer dans la constitution d'une collection à des prix abordables, parce qu'effectivement, la galerie, elle n'a pas de locaux propres, elle propose des expositions, elle est organisée sous forme d'une association à but lucratif, et donc ceux qui seraient à but non lucratif, et tous ceux qui seraient intéressés pour suivre les projets peuvent être adhérents de l'association et doivent payer une cotisation qui est de 25 € par an, ce qui n'est pas du tout excessif. Et donc, la commission sur les ventes demandées aux artistes correspond aux seuls frais de location des locaux d'exposition, de communication et de promotion. Et donc, cette galerie, comme elle est nomade, elle va de locaux propres et elle propose d'accrocher dans divers lieux, je pense, selon les opportunités, quoi. Donc effectivement, cette galerie nous a vraiment très bien reçus. On était là à 2 heures à attendre qu'elle ouvre la porte de sa galerie. Et moi, j'étais déjà venue au vernissage la veille pour pouvoir rencontrer Thierry. Et elle m'avait rapidement, elle était venue me voir, elle m'a proposé si je voulais boire quelque chose. Enfin, vraiment, il y avait une attention portée aux gens qui étaient dans son espace, quoi. Donc j'ai vraiment apprécié. Et nous, quand on a un petit peu rediscuté avec elle, c'est pareil, on a vraiment aimé son discours justement de promotion des artistes et de pouvoir. Elle laisse même des fois des acheteurs payer en plusieurs fois. Oui, voilà. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'est absolument, j'ai déjà rencontré un ou une galériste ou une galerie, une ou deux galeries qui pratiquaient ce genre de d'échange en proposant des mensualités quand on n'avait pas le fric nécessaire pour payer comptant une œuvre. Mais c'est extrêmement rare, voilà. Parce que le milieu de l'art, que ça concerne la gravure, la peinture, la sculpture, c'est le pognon, voilà, c'est le premier critère. Ce qu'on vend, c'est pas vraiment très important que ce soit bon, mauvais, etc. Ce qui compte, c'est de trouver la clientèle assez stupide pour pouvoir payer des fortunes, des choses qui ne les valent pas. Ben, je pense que d'ailleurs, aucune œuvre ne vaut les prix qu'on pratique. Alors, je parle pour les œuvres contemporaines qui coûtent des millions, mais je parle aussi pour les œuvres anciennes qui coûtent encore plus cher. Voilà, c'est. Ouais. Et là, effectivement. Là, c'est le domaine de la spéculation, et la spéculation en art, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'absolument épouvantable. Et je modère mon propos. Voilà, donc on peut remercier donc le travail de cette galeriste, toute son
tout ce qu'elle met pour promouvoir ces artistes. Et donc l'exposition se termine le 12 avril, donc il ne reste plus que la semaine là, pour aller voir cet accrochage. Mais si vous êtes graveuse, graveur, amateur, surtout, vous ne pouvez pas manquer, il faut absolument y aller, quoi. C'est immanquable. Bien sûr, il y a la guerre d'Irlande. Il est peuplade sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre. Il y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur pour mon tourner. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans. Notre impuissance à les aider et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ce métro rempli de noyés, la vérité qui nous évite, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer. Donc c'était voir un ami pleurer, Arnaud. Bon, maintenant on va parler aussi de Sabine Capel. Donc cette exposition qui est au 198 rue de Rosny à Montreuil. Donc c'est là où réside Sabine, c'est ce qu'ils appellent EHPAD. Et elle a une très belle chambre dans laquelle elle peut travailler. Apparemment c'est un lieu qui permet aux pensionnaires de pouvoir s'exprimer. Et donc elle a
Elle bénéficie là pendant 2 semaines d'un espace d'exposition, une grande salle, une salle d'activité, donc dans ce lieu. Et là, il y a une exposition qui est quand même assez extraordinaire, où elle expose ses peintures, ses tapisseries et ses petites sculptures en terre. Oui. Alors, Sabine, je l'ai connue avec ma camarade il y a quelques années déjà, où elle travaillait, mais alors là, c'était dans un GEM. Ouais. À l'atelier, c'est pas un GEM, oui, c'était l'atelier du non-fer, je crois. Non-fer, quelque chose comme ça. On avait d'ailleurs fait une émission sur cet atelier, justement. Oui, et moi je ne suis pas allé donc à cette expo dans cette EHPAD, mais ma camarade a fait des photos et je dois dire que je suis pas du tout déçu du travail de Sabine, que je connaissais bien sûr, mais je crois que maintenant elle a encore avancé dans son style, dans son approche des objets, des peintures, des dessins, et j'étais complètement abasourdi par la qualité de son travail. Voilà. La qualité, l'imagination, les couleurs, quand c'est des modelages et des volumes extraordinaires. Alors des petits, hein, c'est tout petit. Oui, c'est petit, mais bon. Ça fait une dizaine de centimètres. Ouais, mais ça pourrait faire des choses gigantesques, voilà. C'est ça. Quand on peut, en tout petit, donner une force à un travail, à une œuvre, elle peut être agrandie. J'ai toujours cette idée dans la tête de Giacometti, qui avait eu une commande américaine pour un de son personnage qui marche là. Et il avait réalisé un bronze. Enfin, pas lui, il avait fait réaliser un bronze de l'homme qui marche. Et les Américains ont refusé parce que c'était trop petit. Ils voulaient un bronze qui fasse 3-4 mètres de haut, quoi, tu vois. Et pour Giacometti, c'était inconcevable. Et pourtant, je pense que les Américains, ils ont cette espèce de goût du gigantisme. C'est vrai que à Manhattan, si vous exposez une sculpture qui fait 60 cm de haut, même 1 mètre, personne ne la verra. Voilà, il faut lutter avec les buildings qui font 130 étages. Voilà. Oui, j'ai toujours cette idée en tête de la taille des œuvres, que ce soit en sculpture ou en peinture, et que je me souviens quand j'étais étudiant en art d'un professeur qui nous a comment dirais-je parlé d'un artiste russe qui s'appelait Pougny, Pougny, et qui faisait des tout petits formats. C'était de la peinture abstraite, mais tout petit, je veux dire 10-15 ou 20-25, des choses comme ça. Et je dois dire que j'ai adoré ce travail. J'ai beaucoup aimé, ça m'a bouleversé quand je l'ai vu pour la première fois. Surtout quand ce professeur nous a expliqué le travail de Pougny. Et j'ai toujours gardé ça dans ma tête, que des œuvres toutes petites peuvent être aussi gigantesques, peu importe, mais il y a dans une toute petite œuvre, il y a toutes les qualités d'une œuvre qui pourrait faire 3 ou 4 mètres de... Mais là, effectivement, Sabine, parce qu'on va revenir à elle quand même, elle arrive à mettre beaucoup d'émotions dans ses personnages, beaucoup de tendresse, même s'il y a... toi, tu parlais d'art brutal, pour pas dire art brut. Ouais. On sent qu'ils sont là, ils sont présents, et elle dit qu'elle va te chercher au fond d'elle-même pour traduire, soit en peinture, soit en tapisserie, soit en sculpture, ce qu'elle ressent. Et elle s'est mise à la tapisserie il y a peu de temps. Alors c'est pareil, c'est des petits formats qui doivent faire, 20 sur 25. Enfin. Et donc elle tisse, elle tapisse parfois avec des grands points. Et elle rajoute de la peinture des fois dessus, et ça marche, mais ça marche super bien. Que ce soit un chien devant un pommier, que ce soit un petit visage, ou un visage qui prend un peu plus de place sur l'œil, il y a quelque chose qui nous emmène directement. On se dit mais alors ça a l'air facile, mais en fait non, c'est pas facile du tout, parce que il faut arriver à réussir cette composition en fait. Oui, et ce qui est vraiment les mots, si on peut pas utiliser toujours des superlatifs non plus, parce que ça devient à la fin banal, mais elle
elle a le culot monstrueux, c'est ça, les vrais artistes, ils osent tout. Et vous imaginez une tapisserie avec dessus une couche de peinture, voilà, elle fait des empattements de peinture sur des tapisseries. Ah ouais. Vous auriez imaginé une chose comme ça, non? C'est la première fois qu'on voit ça. C'est-à-dire, non, voilà, c'est ça pour moi le vrai génie, le vrai talent, voilà, la vraie surprise, l'imagination qui explose, c'est ça. Une tapisserie avec de la laine, des points de tapisserie, etc. Et dessus, paf, paf, on met de la peinture. Ouais, alors c'est mis d'une manière délimitée, elle va quand même sur des motifs particuliers. Oui. Elle travaille d'une manière plutôt figurative. Il y a très peu d'abstrait dans ses peintures. Et là, c'est une exposition où donc c'est une très belle salle, en plus très très lumineuse, au premier étage de cette maison de retraite. Et donc elle a tout un affichage de ses peintures. Alors elle travaille sur papier canson un peu épais. Et donc c'est même recto verso. Il y en a même 2 sur chaque accrochage. Non mais ça aussi, c'est quand même. Vous avez déjà vu des peintres parce qu'il y a un côté qu'on voit pas du tout. Voilà, mais là il faut faire le tour derrière. En fait, il y a c'est quand même deux papiers qui sont accrochés ensemble. C'est pas le même qui voilà. Et après il y a des tables où sur chaque table il y a 2 petites tapisseries avec une sculpture en terre. Donc cet accrochage est aussi travaillé. Enfin c'est vraiment que c'est un endroit qui est agréable, on a envie. Donc j'espère que d'autres personnes vont venir voir son travail. Et après Sabine donc réside là et elle nous a fait visiter sa chambre qui est son atelier. Donc elle a un bureau qui est assez petit. Elle a un plastique dessus pour pas mettre de la peinture partout. Il y a ses tubes de peinture, un petit meuble à côté avec ses papiers, enfin voilà, et ses murs tapissés de ses œuvres. Enfin vraiment c'est assez génial. Et en plus même apparemment chaque pensionnaire là peut bénéficier du mur en face de sa chambre, donc elle a ses peintures qui sont accrochées sur le mur. Voilà, moi j'ai découvert quelque chose qui m'a régalé, quoi. Ouais. Oui, surtout, c'est ça qui est aussi fait partie de, comment dirais-je, on peut appeler ça même le génie, des créateurs qui n'ont rien et qui avec rien font des œuvres magnifiques. Et c'est le cas pour Sabine, elle a rien. Elle a une chambre, elle a une petite table qui lui sert de chevalet. Elle n'a pas de chevalet. Elle a un chevalet même de table, elle a un petit table, chevalet voilà. de table. Un chevalet de table, vous voyez bon, et puis qui, malgré ses moyens réduits, voilà, elle n'a pas un atelier avec des plafonds à 6 mètres de haut et des 6 mètres géantes, ni de chevalet d'atelier qui coûte des fortunes avec des manivelles et tout. Non. Elle a simplement une petite table recouverte d'un plastique pour pas mettre de la peinture. Mais enfin, sur le plastique, par contre, la peinture, il y en a. Ah bah oui, il faut bien travailler. travailler. Ça palette. Voilà. Non, mais c'est ça. Voilà, c'est la découverte d'artistes de. Alors, quel rapport entre Thierry Morciot et Sabine? Sabine, comment? Capelle. Quel rapport? Un artiste belge et elle est belge aussi. Ah, peut-être, oui. Oui, elle est belge. Oui, Elle est belge aussi. Eh ben, elle vit en France, mais elle est d'origine belge. Et voilà. Mais alors, quel rapport? Parce que si vous regardez le travail de Thierry, c'est bon, une maîtrise de la pointe sèche, etc., assez extraordinaire. En face, vous avez Sabine, qui n'a aucune technique, si vous voulez, apprise dans les écoles d'art, etc., comme Thierry d'ailleurs. Mais bon, Thierry, quand même, il a travaillé en atelier, quand même. Il a travaillé en atelier, mais il n'a pas fait les beaux-arts à Bruxelles, voilà. Et qu'est-ce qui les réunit? Ce qui les réunit, c'est la création, voilà, à l'état pur, d'un graveur qui travaille à l'imprimat sur des plaques de zinc et d'une dame d'un certain âge qui, dans une maison de retraite, avec des moyens extrêmement réduits, réalise des œuvres qui sont, de mon point de vue, des œuvres majeures. Voilà. Oui, que comme tu disais, elle pourrait tout à fait être en galerie. Après, Sabine, justement, c'est tellement, ça vient tellement d'elle qu'elle ne veut même pas en vendre. Parce que quand on voit ces petites tapisseries ou ces petites sculptures, on se dit, mais j'en achèterais bien quand même. C'est quand même. Et en fait, pour l'instant, elle ne peut pas s'en séparer. Donc, ça fait vraiment partie d'elle, quoi. Voilà.
Alors, pour la gloire et le succès, c'est pas pour tout de suite. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu, merci de tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Donc j'aime les gens qui doutent, Anne Sylvestre. Donc les expositions. Donc vite, il vous reste quelques jours pour foncer à la galerie du Serpent Vert, rue Limite, découvrir les gravures de Thierry Morciot. Sinon à la Halle Saint-Pierre, c'est l'étoffe des rêves jusqu'au 31 juillet. Sabine Capel, donc c'est pareil, il faut se dépêcher. C'est à Montreuil, au 198 rue de Rosny jusqu'au 15 avril. Ada et Otto Fenris au cœur des avant-gardes au musée de Montmartre jusqu'au 13 septembre. La donation du docteur Girardin au musée d'art moderne jusqu'au 28 juin. Leonora Carrington au musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet. Art cruel à la galerie Kaléidoscope jusqu'au 30 avril. Et Paul Cox, donc là c'est le salon d'art coiffeur de Bruxelles, c'est jusqu'au 25 avril. Alors le culturel de la semaine, moi j'ai lu le livre de Yasmina Khadra, Le prieur de Bethléem. Yasmina Khadra avait été l'invitée de la grande librairie. Il avait eu un entretien très très touchant sur la vie, sur ce qui se passe dans le monde, sur les guerres, parce que lui-même, je crois, a été dans l'armée algérienne. Il a combattu contre le fils, je crois que c'est ça. Et donc, il sait ce que c'est que la guerre, il sait ce que c'est que la mort. Et donc, il a écrit Le prieur de Bethléem. Là, on est en Palestine. Donc, l'histoire, c'est un éditeur parisien qui va être enlevé dans des circonstances un peu curieuses. Il a reçu un manuscrit qu'il a pas lu, et donc son ravisseur va lui lire de force. En fait, il le ligote et lui dit maintenant il faut écouter mon histoire. Et donc son histoire, c'est lui, Waïd, qui est devenu prieur de Bethléem, et on va découvrir comment
comment on en est arrivé là et pourquoi c'est cet éditeur qui est enlevé. Et donc à travers ce récit, en fait, on retourne dans cette histoire de village palestinien avec les gens chassés de leur village, avec les mamans qui perdent leurs enfants, avec tout ce qu'il y a comme drame justement dans ces familles, de larmes, de sang. Et donc à travers ce texte, on va arriver à pourquoi ce ravisseur est enlevé. Donc je ne vais pas le raconter là. Non. Donc c'est une histoire, l'histoire elle est intéressante. Toi tu disais que tu avais démarré le livre, que tu n'avais pas pu continuer, qu'il te manquait un peu d'écriture. Oui. Je partagerai un peu ton avis, c'est-à-dire que moi j'ai eu de l'émotion quand même à la fin du livre, mais effectivement il y a quelque chose, peut-être parce que j'ai lu beaucoup d'autres choses, de textes qui m'ont tellement porté dans la poésie, dans les ressentis, que là effectivement je suis restée un peu plus à distance de cette histoire, alors qu'une histoire comme ça, on devrait vraiment faire corps et avoir... Mieux écrite, oui. Mais donc je sais pas, oui, peut-être qu'il y a un petit truc bancal du côté de l'écriture. Bon, en tout cas, peut-être que c'est un livre aussi, du coup, qui est accessible à un public plus large. Voilà. Donc, en tout cas, le fond est intéressant, et ce qu'il dénonce aussi... la question fondamentale du livre est une question qui mérite aussi, qui a tout son intérêt, ce qu'on va découvrir donc à la fin de ce livre. Voilà. Et maintenant, le salut nos Amanches, pour reprendre la tradition, bien installée depuis une dizaine d'années. Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, la Croisette, ses palmiers, enfin bref, vous connaissez la carte postale de Brest. Nos potes de... Oui, Claude et William, nos potes de Brest. Nos amis graveuses et graveurs Thierry Morciot, Juliette Planck, Alice Amoroso, Rolly Loulas, Sophie Illustré-Courageux, Agnès Dubar, nos veuves préférées, Colette, la compagne de plasticien Odon, Jacqueline, la compagne du chaînon manquant entre la figuration et l'abstraction, Raymond Imbert, prix de Rome, à 24 ans, quand le directeur de la Médicis, de la Villa Médicis, était Balthus. Alors Balthus qui mesurait 1m90 et puis Raymond Imbert qui mesurait 1m60, tout cassé. Le contraste sur une photo est assez saisissant. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Schnorr dont on adore le travail, qu'on a découvert à la galerie du Ramor à Ostende. Les écrivaines de polar Laurence et Liliane, dont il ne reste que Laurence, Liliane ayant mis les bouts, Corinne, mais elle a mis les bouts pour l'éternité, c'est pas une infidélité, puis en plus c'est deux sœurs. Corinne, Anne-Emmanuel, Sabine et Fredo, une petite bande de dessinateurs, peintres, graveurs, sculpteurs, bref, complet. Notre sorcière bien-aimée, qui s'appelle comment, notre sorcière bien-aimée? Geneviève. Et j'ai oublié de rajouter Claudine dans la liste. Ouais, notre pote Claudine aussi, une pote à ma camarade Piquécou, qui partage avec ma camarade Piquécou, comment dirais-je, un certain goût pour les beaux-arts. Florence, donc j'ai dit Florence, qui travaille sur cette radionie où nous avons nous-mêmes travaillé, 3 émissions laissées aux enfants de leurs parents. Anne-Isabelle Roubaille et Florence Quenu de la librairie L'Empreinte. Isabelle Roubaille qui est une peintre qui a exposé sur les cimaises de la librairie Florence Quenu. Sur la librairie de Florence Quenu à Bron-Marlotte, la librairie L'Empreinte. Marie Dognaud, une galériste étonnante qu'on chérit beaucoup, de la galerie Kaléidoscope, qui jadis était itinérante et qui aujourd'hui est fixe. Dominique Paladardouin, une grande galériste dont on chérit le souvenir. Anna Sinoraska, une peintre polonaise, pote à ma camarade Piquécou, qui ont été dîner hier soir dans un restaurant indien en bas de chez elle. Voilà, moi je connais tout. Antoine et ses musicos de Palam Swing, un groupe inconnu du monde entier, sauf de ma camarade Piquécou. On va se faire seppuku
en écoutant Faut vivre de Mélisse Meller. Salut les copines, salut les copains. Salut. Malgré l'écran cieux tu néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Bardi, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.